Bon alors, salam alaikum, sabah khair. Donc on va commencer la correction du devoir partie chimie. Alors la partie chimie, je vous ai déjà envoyé le sujet. Donc le sujet est le suivant. Les applications pratiques de la chimie sont nombreuses dans les domaines industriels et agricoles. Alors parmi ces applications, on trouve la synthèse des produits agroalimentaires, le contrôle de qualité, l'amélioration du rendement et la production d'énergie électrique. Ce sujet se compose de deux parties indépendantes et vise l'étude du contrôle de la fraîcheur d'un lait, la détermination de la durée de fonctionnement d'une pile. Alors, partie 1. Fraîcheur d'un lait. Le lait de vache est un liquide biologique constitué d'eau, du lactose et des matières grasses. Il renferme aussi la vitamine A et D et des ions minéraux, calcium, sodium, potassium, magnésium, chlorure. Dans le lait, les bactéries provoquent au cours du temps la transformation d'une partie du lactose en acide lactique C3H6O3. L'industrie laitière utilise le degré Dornick pour évaluer l'acidité d'un lait. 1 degré Dornick, c'est-à-dire 1D, correspond à 0,1 g d'acide lactique par litre de lait. Alors, cette partie a pour but de déterminer l'état de fraîcheur d'un lait. Un technicien dose l'acidité d'un lait selon la méthode Dornick. Il prélève un volume VA est égal à 100 ml de lait. Y ajoute 2 gouttes de phénylphtaléine et verse progressivement une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na+, AC plus H-, AC de concentration Cb est égal à 0,111 mol litre moins 1. En agitant le mélange jusqu'à obtenir une couleur rose. Ce dosage peut être suivi par pH métrie. Le montage expérimental utilisé est représenté sur la figure 1. La courbe de titrage obtenue par suivi pH métrique est représentée sur la figure 2. Les données pKa du couple C3H6O3, C3H5O3- est égal à 3,9 à 25 degrés Celsius. La masse molaire de C3H6O3 est 90 g mol moins 1. Couleur et zone de virage des indicateurs colorés acide basique usuel. Bon, alors donc nous avons le montage.
Première question, nommez les différents éléments numérotés sur le montage expérimental de la figure. Donc, le montage expérimental est le suivant. Voilà. Donc, vous avez 1, vous avez 2 et vous avez 3. Donc, 1, c'est la première question. 1, il représente la solution, T30. Alors 2, il représente pH mètre. pH mètre. Et 3 représente la solution titrée. La solution titrée. Alors, deuxième question. Écrire l'équation. Donc, écrire l'équation de la réaction qui se produit entre l'acide lactique, donc l'acide lactique C3H6O3 et les ions HO-. Donc, deuxièmement, C3H6O3 AC plus HO- AC, c'est une réaction totale. Donc on enlève un H d'ici, on le fixe ici. Donc il reste ici C3H5, donc C3H5O3- AC plus H2O, liquide. Donc celui-là, il va donner HO-, il va lui donner un H+. Voilà l'équation de la réaction. Donc, écrire l'équation de la réaction qui se produit entre l'acide lactique et les ions hydroxyde HO- au cours du dosage, sachant qu'elle est totale. Troisièmement, déterminer les coordonnées VBE et PHE du point d'équivalence acide-basique. Alors, normalement, nous avons, voilà, la courbe. Ça, c'est le VB, voilà. Et là, c'est le pH. Donc, cette courbe est sous cette forme. Donc, normalement, pour déterminer les coordonnées du point d'équivalence, donc, on trace la tangente au niveau de ce premier arc. On trace la parallèle, passant par un point du deuxième arc. Voilà. Et voilà. On trace la perpendiculaire. Voilà la perpendiculaire. Je mesure cette distance. Je cherche la moitié. Voilà ici. Et je trace en pointillé la médiane. Voilà, là, la médiane. Donc, ce point-là, c'est E. Alors, pour cet exercice, ils ont déjà tracé les deux parallèles, ils ont déjà tracé la perpendiculaire, ils ont déjà tracé la médiane. Donc, vous faites seulement la projection de E, la projection verticale, voilà, celle-là. Ça donne V, B, E. Et vous faites ici la projection verticale. Vous trouvez ici, voilà la projection ici horizontale, vous trouvez PHE. Donc, alors donc, d'après, voilà, donc d'après la courbe, vous voyez ici, donc le PHE c'est 8 et le VBE c'est 2,1. Donc on trouve PHE est égal à 8, V
BE est égal à 2,1 millilitres. 2,1 millilitres. Alors, ce sont les coordonnées. Là, une remarque, ce point-là, il me donne ce qu'on appelle pH 0. C'est le pH avant le dosage. Alors, quatrièmement, justifier le choix. De la phénolphthaleïne comme indicateur coloré afin coloré de fin de réaction. Alors donc, nous avons trois indicateurs colorés. Donc, nous avons trois indicateurs colorés. Nous avons l'héliantine. Alors, sa zone de virage, elle est comprise entre 3,1 et 4,4. Nous avons le bleu de bromothymol. Sa zone de virage est comprise entre 6 et 7,6. Et nous avons le phénolphthaleïne. Il a une zone de virage comprise entre 8 et 10. Donc, je constate ici la zone de virage qui contient la valeur de pHE, c'est-à-dire le pHE, il se trouve dans la zone de virage de phénolphthaleïne. Donc, quatrièmement, alors pHE, il est égal à 8. Bon, certains ils vont trouver le pHE 8,1, 8,2 aussi acceptable. Donc, pHE se trouve dans la zone de virage, alors du phénolphthaleïne, phtaleïne. Donc la zone de virage du phénolphthaleïne, il est comprise entre ces 8 et voilà la zone de virage du phénolphthaleïne 10. Donc, le phénolphthaleïne, et l'indicateur qui convient pour ce dosage. Donc, la cinquième question. Déterminer la valeur de la concentration Ca de l'acide lactique dans le lait. Donc, nous avons à l'équivalence, nous avons deux points, Ca VA est égal à CB VB E. Voilà. On cherche le CA est égal à CB VBE divisé par VA est égal. Bon, CB, il a été donné par l'exercice 0,111. Alors, VBE, on l'a trouvé, c'est 2,1 millilitres, 2,1 10 à la puissance moins 3 litres, et le VA est égal à 10 millilitres. 10
fois 10 à la puissance moins 3. On simplifie 10 moins 3. Donc, CA est égal. « 0,111 fois 2,1 divisé par 10 est égal. Alors, ENG, c'est 2,331, 10 absence, ou bien 2,33. Donc, 23,31, 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Donc, on peut l'écrire aussi sensiblement égal à 2,33, 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Alors, donc, la sixième question. Pour être considéré comme frais, un lait doit avoir une acidité inférieure ou égale à 18, donc inférieure ou égale à 18 degrés D. C'est-à-dire qu'un litre de ce lait contient une masse d'acide lactique inférieure ou égale à 1,8 g. Donc, le lait dosé est-il frais? Justifiez votre réponse. Alors, pour justifier la réponse, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la masse. On calcule la masse de l'acide lactique. Donc, on calcule sixièmement. On cherche la masse de l'acide lactique. Donc on cherche la masse de l'acide lactique, C3 H6O3 dans un volume VS est égal à 1 litre. Et on va la comparer avec 1,8 g. Donc, alors nous avons la concentration CA est égale à N sur VS est égale à la masse sur VS fois la masse molaire. Donc, la masse est égale à CA fois VS fois la masse molaire. Donc, M est égal. Le CA, c'est 2,33 10 moins 2, 2,33 10 à la puissance moins 2. Le volume, c'est 1 litre. La masse molaire, il a été donné 90. La masse molaire est égale à 90 grammes mol moins 1. Il a été fourni par l'exercice. Donc, on calcule 2,33 10 à la puissance moins 2 multiplié par 90. Donc, on va trouver 2,097 à peu près. Donc, M est égal à 2,097 grammes. Donc, il est sensiblement à 2,1 grammes. Donc, qu'est-ce que je constate ici? Je constate que 1 litre, donc 1 litre contient donc 1 litre de l'acide lactique, donc 1 litre du lait, 1 litre du lait contient
alors, contient 2,1 grammes. Et d'après, il est supérieur à 1,8 grammes. Donc, ce lait n'est pas... Alors, donc, ce lait n'est pas frais. Alors, la question 7. Étant donné la transformation au cours du temps d'une partie du lactose en acide lactique, sur quel facteur cinétique peut-on agir et comment afin d'augmenter la durée de la fraîcheur d'un lait? Donc ici, pour augmenter la durée de la fraîcheur d'un lait, c'est-à-dire il faut diminuer la formation de l'acide lactique. C'est-à-dire il faut empêcher la formation de l'acide lactique. Alors, avec le temps, puisque c'est une réaction cinétique. Donc ici, nous avons, puisque l'acide lactique, il est formé par la réaction c'est-à-dire la transformation des bactéries qui transforment le lactose en acide lactique. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Le seul moyen, c'est de diminuer la vitesse de la réaction. Donc il faut diminuer la température. Donc ici, il faut diminuer la température. La température du lait, alors pour empêcher la formation de l'acide lactique, la formation de l'acide lactique. Alors, puisque la température est un facteur cinétique, la température est un facteur cinétique. Donc, lorsqu'on diminue la température, on arrête presque la réaction. Lorsqu'on augmente la température, alors la vitesse de la réaction va augmenter. Donc, la vitesse de la réaction augmente avec l'augmentation de la température et diminue avec la diminution de la température. Alors, la question 8. Donc, le lait étudié a un pH initial noté pH 0. Relevé à partir de la courbe de titrage la valeur de pH 0. Donc, à partir de la courbe, on va chercher le pH 0. Donc, d'après vous, quelle est la valeur de pH 0? Voilà. Voilà la courbe. Donc, il est égal à 2, 2,4, 2,8. Exactement 2,8.
8. Donc, d'après la courbe, la courbe pH 0, 1, 0 est égal à 2,8. Alors maintenant, donc ça c'est 8.1. 8.2, dresser le diagramme de prédominance des espèces couples. Donc ça c'est 8, 8, 1, 8, 2. Alors 8, 2. Diagramme de prédominance. Donc, dresser le diagramme de prédominance. Alors, prédominance. Donc, ce diagramme est le suivant. Donc, on va mettre ici. Voilà. Le pH. On va mettre ici le pKa. Le pKa. Donc le pKa, il a été fourni par l'ex-axis. Il est égal à 3,9. 3,9. Donc à 25 degrés, il est compris entre 0 et 14. Alors, donc dans cette zone, ici, le pH inférieur pKa. Ici, le pH égale le pKa supérieur au pKa. Donc là, c'est prédominance de l'acide. Prédominance de l'acide. Ici, prédominance de la base conjuguée. Alors, donc ici, nous avons la concentration de l'acide, la concentration de C6, H. Donc, nous avons la concentration de C3, H6O3, est supérieure à la concentration de C3, H5. Cherchez la place. Donc ici, nous avons la concentration de C3H6O3 est supérieure à la concentration de C3H5O3-. Ici, nous avons le contraire, la concentration de C3H5O- est supérieure à la concentration de C3H6O3. Bon, alors maintenant, dans notre cas, pour nous, nous avons pH 0 est égal à 2,8. Il est inférieur au pKa. Donc il y a prédominance de l'acide. L'acide C3H6O3. Donc, pH 0
Donc, il y a prédominance de l'acide C3H dans le lait, dans ce lait. Donc ici, vous voyez que c'est une partie qui est très simple de chimie. Donc, il ne nécessite pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de démonstrations. Donc, c'est une partie, c'est-à-dire qui demande une personne de connaître par cœur son cours. Donc, on passe à une nouvelle partie, deuxième partie. C3 à 5 au 3. Voilà. C3 à 5 au 3 moins. C3 à 5 au 3 moins. J'ai oublié ici un. Donc la partie de partie 2. Donc la partie 2, voilà. Donc ici vous avez une pile, regardez la pile. Il y a la solution de nitrate de zinc, la solution de nitrate d'argent, il y a la plaque de zinc, il y a la plaque d'argent et il y a le pont salin. Voilà. Donc, partie 2. Durée de fonctionnement d'une pile. Alors, une pile est conçue pour alimenter les circuits électriques. Il se met en jeu des transformations chimiques afin de récupérer de l'énergie électrique. Cette partie a pour but de déterminer la durée de fonctionnement d'une pile. On réalise la pile zinc-argent, schématisée sur la figure 3. Alors, on relie les électrodes de la pile à un conducteur ohmique en série avec un ampèremètre et on observe le passage d'un courant électrique dans le circuit extérieur de la pile. Bon, donc on va essayer. Je vais dessiner ici la pile, même s'il n'est pas demandé. Donc, le schéma n'est pas demandé dans l'exercice, mais je vais essayer de la représenter pour simplifier la compréhension. Alors ici, vous avez le pont salin. Voilà, le pont salin. Les deux solutions. Donc ici, nous avons une lame d'argent AG et ici, j'ai une lame de zinc Z1. Donc, lame de zinc. Alors, nous avons ici une solution de nitrate de zinc. Solution de nitrate de zinc, c'est Zn2+, plus 2NO3-. Alors, une solution, bien sûr, aqueuse, nitrate d'argent, Ag+, NO3-. AC. Donc, ils ont dit, on relie les deux lames par l'intermédiaire, voilà, donc d'un ampèremètre et d'un conducteur ohmique.
donc l'ampèremètre et le conducteur ohmique. Grand R. Alors maintenant, donc ici, ils ont dit qu'il y a passage, donc là c'est le pont salin. Donc dans le pont salin, on va mettre ici une solution. Donc la solution c'est K+, par exemple, AQ plus NO3 moins. Bon, ce n'est pas la seule solution, on peut utiliser aussi AG plus NO3 moins ou bien Cl moins NH4 H4 plus. Donc dans la première question, donc ils ont donné les couples. Donc les couples ici, il y a le couple Zn de plus, Zn, S, AC, et le couple Ag plus, A, G, S, AC. Donc les deux solutions ont même concentration, C0, et même volume. Donc ici c'est C0, V0, et là aussi c'est C0, V0, même concentration, avec C0, elle est égale à la valeur de C0, 0,2, donc 0,20 mol litre moins 1, et V0, il est égal à 100 millilitres. 100 millilitres. Alors, ce sont les données. Donc, la même chose, ils nous ont donné la masse molaire du zinc. La masse molaire des zinc est égale à 65,4 grammes mol moins 1. Ils nous ont donné aussi le farad. Un farad, il est égal à 96 500. 96 500. Alors, coulomb, mol moins 1. Mol moins 1. Alors, ce sont les données. Alors, ils ont donné Zn, l'équation. C'est-à-dire, ils ont proposé une équation Zn plus 2AG plus AC, deux flèches, voilà. Ça, c'est le sens 1, ça, le sens 2. Donc, ça donne Zn de plus, Zn de plus 2AG, S, AC. La première question, donc, ils nous ont donné aussi le cas pour cette équation. Voilà, la constante d'équilibre pour cette équation, c'est 10 à la puissance 52. Donc, la première question, calculer la valeur du quotient de réaction QR initial à l'état initial du système. Donc, nous avons QR initial est égal. Bon, est égal la concentration de Zn de plus initial. Ag, c'est un solide, donc sa concentration ne figure pas, il est prise comme étant égal à 1, et divisé par la concentration de Ag plus au carré, initial, de Ag plus au carré, ça c'est un solide. Donc, les solides ne figurent pas dans QR initial. Alors maintenant, nous avons la concentration de Zn de plus, c'est C0, donc ici c'est C0, et la concentration de Ag plus c'est le 3, c'est aussi C0. Donc nous avons C0 au carré. Donc je déduis QR initial est égal à 1 sur C0, il est égal à 1 divisé par 0,2. Donc il est égal à 5. Voilà la valeur de QR initial.
Alors maintenant, prévoir le sens de l'évolution spontanée des systèmes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On compare. Alors on compare QR initial et K. Donc on fait la comparaison entre QR initial et K. Donc je vais effacer seulement cette partie. Donc ici, d'après, nous avons K qui s'absente 52, donc, et 5, on sait que, donc nous avons, alors, nous avons QR initial inférieur à K. Donc, le sens de l'évolution du système chimique, et donc lorsque QR initial est inférieur à K, le sens c'est 1. Lorsque QR initial est supérieur à K, le sens c'est 2. Lorsque QR initial égale à K, le système il se trouve en équilibre, il n'y a pas d'évolution. Donc ici, le système chimique, donc le sens d'évolution du système chimique est le sens 1, c'est-à-dire le sens 1, c'est-à-dire le sens de la formation de, alors vous citez l'un des deux, donc le sens 1, c'est-à-dire, voilà, sens de formation de AG, c'est-à-dire de formation de l'argent. Alors maintenant, nous avons une deuxième remarque. Alors, K est très grand, très supérieur. Alors, il est très supérieur à 10 à la puissance 4. Donc, cette réaction est totale. Donc, nous avons Zn plus Ag plus 2 fois, donc Zn de plus Ag 2 fois S AC S. Voilà, la réaction, c'est une réaction totale. Alors maintenant, en déduire les polarités des électrodes, justifiez votre réponse. Donc les polarités des électrodes. Donc ici, nous avons la lame de zinc. Donc d'après celle-là, on va écrire les équations au niveau de chaque électrode. Donc au niveau de la lame de Zn. Nous avons Zn ici transformé en Zn de plus 2 électrons. Donc le zinc, il a fourni des électrons, il a cédé des électrons. Donc il va jouer le rôle du pôle, voilà, le pôle négatif. Donc toujours l'élément qui donne les électrons, c'est le pôle négatif. Donc ça, c'est une réaction qui s'appelle oxydation. Donc oxydation anodique. Donc automatiquement, celle-là c'est le pôle négatif et celle-là c'est l'anode.
Donc, automatiquement, celle-là, c'est le pôle positif. Donc, c'est cathode. Alors, donc, le courant électrique, il circule, voilà, du pôle positif vers le pôle négatif. Ça, c'est I. Les électrons, voilà, ils se déplacent. Les électrons se déplacent dans ce sens. Donc, les électrons, ils proviennent de quoi? Du zinc. C'est le zinc qui fournit, alors, il fournit combien d'électrons? 2 électrons. Ils se transforment en Zn, de plus. Les électrons qui arrivent ici, les 2 électrons, voilà, les 2 électrons, donc 2 électrons qui arrivent ici, ils sont captés par chaque 2 ions Ag+, ils se transforment en Ag. Donc, j'aurai ici la masse de Ag, il va augmenter. Donc, la masse de Ag va augmenter. Voilà. Donc, delta N Ag est positif. Ici, la masse de Zn va diminuer. Delta N de Zn est négatif. Ce sont des informations, c'est un plus. C'est-à-dire dans l'exercice, il n'a pas été demandé de dessiner, il n'a pas été demandé d'indiquer les delta M et d'indiquer delta M de Ag et delta M de Zn. Ce sont des informations que j'ai ajoutées. Alors maintenant, au niveau, voilà, au niveau de la lame d'argent, voilà, de Ag, de Ag. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Le Ag+ donne Ag. Donc Ag+, c'est le réactif, plus E- donne, voilà, donne Ag. Donc ici, c'est AQ, S. Donc celui-là, il va jouer le rôle du pôle positif. Donc ici, c'est une oxydation, c'est une réduction. C'est une réduction cathodique. Réduction cathodique. Donc, la lame de zinc, c'est le pôle négatif et la lame d'argent, c'est le pôle positif. Donc maintenant, je n'ai pas besoin de ce schéma. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Déterminer le réactif limitant. Donc pour déterminer le réactif limitant, donc, je dois dessiner le tableau d'avancement. Donc, tableau d'avancement. Avancement. Tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement de la réaction bilan. Donc, nous avons Zn plus Ag plus 2 fois, donc Zn de plus 2 AGS AC S. Donc, on va, voilà, 2 et 3. L'état final. Donc, cette partie pour la quantité de matière des électrons. Donc là, c'est pour Ag, pour Ag+, pour Zn de plus pour Ag+, plus pour Zn, l'avancement, et les T. T égale à 0, l'instant T, T final, 0, x
max. Donc, ici, c'est N0 Zn. Voilà. Là, c'est C0 fois V0. Là, c'est C0 fois V0, même concentration. Et là, N0 AG. Les électrons, c'est 0. Donc ici, nous avons N0 Zn moins X, N0 Zn moins X max. Alors ici, C0, V0 moins 2 fois X, 2X, C0, V0 moins 2X max. Ce sont les produits. Donc, nous avons C0, V0 plus X, C0, V0 plus X max. Là, c'est N0 AG, alors plus 2X. N0 AG plus 2X max. Alors donc, la quantité de matière des électrons, donc vous voyez ici, vous avez 2 électrons, donc vous allez multiplier ici par 2. Donc la quantité de matière, c'est 2X. Puisque, regarde là, voilà, donc, ou bien, nous avons le coefficient fois l'exposant égale coefficient fois l'exposant. Donc ici, nous avons 2X max. Alors, pour calculer X max, donc, on va supposer que si Zn est limitant, de point, nous avons N0 Zn moins X max 1 est égal à 0. Donc, X max 1 est égal à N0 Zn, c'est-à-dire est égal à la masse de Zn, N0 sur la masse molaire de Zn. Il est égal à 2 divisé par, alors ils ont déjà donné les masses, c'est 2 grammes, et la masse molaire 65,4. On la calcule. Donc 2 divisé par 65,4. Donc on va trouver 0,03. 0,03 mol. Alors maintenant, ça c'est X max 1. Alors maintenant, si, donc, si Zn, deuxièmement, si Ag+, et le réactif limitant. Le réactif limitant. Deux points. Nous avons C0, V0. Donc C0, V0, moins 2X max, moins 2X max, je vais la noter 2, est égal à 0. Donc C0, V0 est égal à 2X max 2. Donc X max 2 est égal à C0 fois V0 divisé par 2. Il est égal. Alors celle-là, il a été noté X max 1, X max 2. Donc nous avons déjà C0, C. Donc ils ont même concentration. Donc C0, c'est 0,2. 0,2. Donc multiplié par 100 ml. Donc 100, 10 à la puissance moins 3, divisé par 2. Donc X max 2 est égal à 0,01 mol. 0,01 mol. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que X max 2 est inférieur à X max 1. Donc X max
est égal à 0,01 mol. Voilà la valeur de X max et le réactif limitant est AG+. Réactif limitant, c'est AG+. Alors maintenant, quatrièmement, la pile débite un courant continu d'intensité égale à 0,15 A et s'épuise après une longue durée. Alors la pile s'épuise lorsqu'il y a épuisement de l'un des réactifs, c'est-à-dire il y a épuisement du réactif limitant. C'est-à-dire que lorsque, ici, le réactif limitant c'est Ag+, donc lorsque la quantité de matière de Ag+, devient égale à 0, alors à ce moment-là, la pile, il s'arrête. D'accord? Donc, il y a épuisement de la pile. Donc ici, je n'aurai pas besoin du tableau. Donc, quatrièmement, la pile s'épuise lorsque le réactif limitant, donc la concentration de Ag+ finale devient égale à 0. C'est-à-dire X est égal à X max. X max. Voilà. Donc, nous avons la quantité de matière des électrons. Elle est égale à Q divisé par F, la quantité d'électricité. Nous avons Q est égal à I fois delta T divisé par grand F. Donc, ça c'est bien mémorisé. Maintenant, d'après le tableau. D'avancement. D'avancement. La quantité de matière des électrons est égale à 2x. Donc, je peux déduire ici. Alors, je peux déduire que 2x, je cherche delta T est égal à 2x fois grand F divisé par I. Voilà. Donc, on cherche delta T d'épuisement. Donc, on va l'appeler delta T max directement. Delta T max, voilà, il est égal à 2x max fois grand F divisé par I. Donc, delta T max est égal. Alors, 2 fois X max, c'est 0,01, 0,01 fois 96 500 divisé par l'intensité du courant, c'est 0,15. 0,15. Alors, 96 500, donc ça donne 96 500, donc fois 0,01 multiplié par 2 divisé par 0,15 est égal à 12 866. Donc, delta T max est égal à 12
866,7 secondes. Donc je peux la transformer 12866,7 divisé par 3600. Je la transforme en heures. Donc divisé par 3600, voilà. Donc ça donne 3,57 heures. 3,57 heures. Il est égal aussi à 3h45 minutes. Donc 3, je reprends ici. Ah, ça c'est faux. Donc 12,866,7 divisé par 3600, voilà, est égal à 3,57. Donc moins 3 est égal, multiplié par 60 est égal, donc 34, 3h34 minutes. Donc moins 34 est égal fois 60 et est égal 26 secondes, 27 secondes. Bon, pour vous, la réponse, soit celle-là, c'est largement suffisant. Donc, on va passer à physique 1. Physique 1. C'est le nucléaire, ou bien c'est, il a été nommé grand 1. Physique 1. Donc, physique 1, âge approximatif de la Terre. La datation par la méthode uranium-plomb est une technique ancienne qui permet de déterminer de l'âge approximatif de la Terre. Le noyau d'uranium U-82-238, naturellement radioactif, se transforme en un noyau de plomb PbAz stable après une série de désintégrations successives, parmi lesquelles la désintégration en noyau de thorium TH-90-234 et la désintégration en noyau de protactinium TA-91-234. Recopiez sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie. Donc, nous avons la question 1, nous avons les propositions. Nous avons A. Le A, le noyau U92 se désintègre spontanément suivant l'équation. Donc, ils nous ont donné U92 238 qui a donné alors le HE, voilà, HE de 4 plus le TH 234, alors donc 90. Alors pour vérifier est-ce qu'elle est juste ou non, je vérifie la loi de Soddy. Loi de Soddy, voilà, loi de Soddy. C'est elle, voilà, la loi de Soddy, 2 points. Donc je fais la somme, 200. Donc 4 plus 34. Donc 4 plus 234, il est égal à 238. Donc c'est juste. Et 2 plus 90, 2 plus 90, il est égal à 92. Donc c'est juste. Donc c'est la proposition juste. Proposition juste.
Voilà. Donc, ils nous ont demandé de recopier la question, écrire la lettre correspondant à la proposition vraie. Donc, si vous voulez, proposition vraie. Voilà. Vrai. Bon, on va vérifier pour les autres. Donc, ça, c'est quelle proposition? C'est la position petit A. Alors, regardons petit b. Petit b. Alors, petit b, qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné TH donne. Alors, donne E0 plus 1 plus PA, le protactinium, 234, 91. Voilà. Et ici, nous avons 234, 90. Donc, si je fais la somme, 0 plus 234, ça donne 234. Mais nous avons 1 plus 91, il donne 92. Donc, ce n'est pas juste, donc, proposition fausse. D'accord? Donc, la réaction, c'est-à-dire l'équation, il n'est pas vrai. Regardons l'autre, D. Voilà, petit d. Donc, ça, c'est le petit d. Donc, le petit d, nous avons la désintégration. Petit d. Voilà. Alors, donc, la petit d, nous avons TH, 234, 90. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils donnent? Alors, qu'est-ce qu'ils ont donné? Donc, A, B, c'est C. Chez C. La proposition C. Donc, la proposition C, ils ont donné l'uranium 92, 234, alors qui donne He 24, voilà, plus TH 234, 90. Donc nous avons la somme de, c'est 92, 234 plus 4, c'est 238. 238 ici. 238. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est une règle de type bêta-. Radioactivité, désintégration de type bêta-. Donc celle-là, c'est bêta-. Ce qu'il faut. Parce que celle-là, c'est alpha. C'est alpha. Donc, c'est une proposition fausse. Alors, petit d. Donc, petit d, nous avons TH. Alors, TH, 234, 90. Donc, il donne le protactinium plus E0 moins 1 plus PA 234, 91. Donc, je vérifie. 234 plus 0, c'est 234. 90 moins 1, c'est 90. Donc, l'équation, elle est correcte. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est bêta plus. Celle-là, c'est bêta plus. Or, ici, nous avons E0 moins 1. Ça, c'est bêta moins. Donc, la proposition, elle est fausse. Donc, nous avons une seule proposition qui est juste, c'est la première. Bon, ici, on ne doit pas justifier. Ici, on doit, c'est-à-dire la réponse. Donc, ça, c'est seulement, alors la réponse, c'est-à-dire la question 1, voilà la proposition vraie et A. Voilà la réponse. Mais si j'écris directement A, quelle est la question que vous allez poser? Monsieur, pourquoi A et pourquoi les autres ne sont pas vrais? Donc, j'ai essayé de vous montrer que les autres ne sont pas vrais. D'accord? J'ai essayé d'expliquer pour vous. Mais la réponse, j'ai trouvé la réponse A. Donc, automatiquement, j'écris la réponse sans justification. La justification, vous la faites rapidement dans un bout de papier, c'est-à-dire dans le brouillon, et vous donnez seulement la
la réponse. Ils n'ont pas demandé la justification. Donc ici, j'ai essayé de vous montrer, ce n'est pas bêta moins, c'est alpha. J'ai essayé de vous montrer ici, ce n'est pas bêta plus, c'est bêta moins. J'ai essayé de vous montrer ici que la loi de Soudi n'est pas, c'est-à-dire, n'est pas applicable. C'est-à-dire, là, lorsque la loi de Soudi ne se vérifie pas, donc la réaction n'est pas correcte. Ici, il y a vérification de la loi de Soudi, donc la réponse, c'est la proposition vraie et petit a. Alors, deuxièmement, l'équation deuxièmement, donc nous avons l'uranium 92 238 qui donne, alors dans le PB A Z, alors plus 6 E 0 moins 1 plus 8 H E 2 4. Donc nous avons 6 radioactivité bêta- et 8 radioactivité alpha. Donc c'est une équation bilan de la transformation de l'uranium vers le plomb. Alors donc ici, en appliquant les lois de conservation, trouver les valeurs de A et Z. Alors puisqu'ils ont indiqué les lois de conservation, il y a la loi de conservation du numéro atomique ou bien du nombre de masse. Nombre de masse. La loi, voilà. Donc 238 est égal à A, voilà, plus 6 fois 0, c'est 0, plus 8 fois 4, c'est-à-dire 8 fois 4, c'est 32. Donc, je déduis que A est égal à 238 moins 32. Donc, 238, donc A est égal à 206. Alors maintenant, la loi de conservation du nombre de charges. Alors, la loi de conservation du nombre de charges, 92 est égal à Z, voilà, Z, alors 6 fois moins 1, donc moins 6, alors 8 fois 2, c'est 16, plus 16. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai Z est égal à 92, 16 moins 6, c'est 10, donc moins 10. Ça donne 82. Donc, nous avons le PB 206, 82. Alors, donc ici, les deux lois, ils sont appelés les deux lois portent le nom de loi de Soddy. Donc ces deux lois, on peut les nommer loi de Soddy ou bien première loi, deuxième loi. Alors, deuxième question.
donner la loi de désintégration radioactive. Donc, loi de désintégration radioactive. Radioactive. Deux points. Donc, la loi de désintégration radioactive et N est égal à N0 E à la puissance moins lambda T. Voilà. Avec N, c'est le nombre de noyaux restants à l'instant T. Et N0, le nombre de noyaux initial. Donc avec N et le nombre de noyaux restants, les noyaux restants à l'instant T. N0, nombre de noyaux à T égale à 0. Lambda, la constante radioactive. Lambda est la constante radioactive. Nous avons lambda est égal à 1 sur tout. Donc celle-là en seconde, celle-là en seconde moins 1. Bon, donc la réponse à la question, c'est seulement n égale à n0 à la puissance moins lambda t. Ça, c'est une révision, donc j'ai essayé de détailler. Alors maintenant, montrer que T1,5 est égal à Ln de 2 sur lambda. Donc 2, 3, 2, 3. Alors nous avons n est égal à N0 E moins lambda T. Alors lorsque je remplace le T par T1,5, je remplace le n par N0 sur 2. Donc qu'est-ce que j'aurai? Est égal à N0 E à la puissance moins lambda T1,5. Donc regardez, c'est simple. Remplacer le T par un T1,5, remplacer le N par N0 sur 2. Donc, vous simplifiez N0. Vous simplifiez N0. N0 se simplifie avec N0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1,5 est égal à l'exponentielle moins lambda T1,5. Alors, donc on va permuter celle-là, ça donne 2. Et on va changer ici le signe. Donc ça donne 2 est égal à E à la puissance lambda T1,5. On va introduire Ln, logarithme népérien. Ln de 2 est égal à Ln de E à la puissance lambda T1,5 est égal à lambda T1,5 fois Ln de E. Ln de E est égal à 1. Donc, qu'est-ce que j'ai déduit? Ln de 2 est égal à lambda T1,5. Donc, T1,5 est égal à Ln de 2 divisé par lambda. Voilà la relation demandée. Alors, 2, 4. 2, 4. Donc, montrer que AT, donc montrer, voilà la question, 2, 4.
Alors, c'est-à-dire les premières questions du nucléaire. Voilà. Voilà, les premières questions du nucléaire. Voilà les tableaux qui ont été proposés. Et vous avez ici une courbe. D'accord? Donc, la suite, c'est ici. Bon. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Montrer que A est égal à A0 sur 2 à la puissance. Alors, si T est égal à X, T 1 demi. Voilà, X est égal alors, donc ici, on va commencer par la loi. N est égal à N0, E moins lambda T. Premièrement, c'est là. On va diviser par N0. Donc, N sur N0 est égal à E moins lambda T. Donc, on va permuter N0 sur N. N0 sur N est égal, donc c'est, j'inverse celle-là, le signe change, est égal à E lambda T. J'introduis ln. Alors, ln de N0 sur N est égal à ln de E à la puissance lambda T. Donc, ln de N0 sur N est égal à lambda fois T. Alors maintenant, je remplace ici lambda par, c'est ln de 2 sur T 1 demi fois T. Je remplace le T est égal. Bon, ici je vais démontrer la relation avec N et je vais la redémontrer aussi avec A0. D'accord? À ce moment-là, vous allez voir la relation, c'est-à-dire je vais la démontrer avec N, je vais la démontrer aussi avec A0. Donc, je remplace le T par T x T 1 demi. Voilà, x T 1 demi. Donc, je la remplace ici. Donc, j'aurai ln de N sur N0 est égal à ln de 2 sur T 1 demi fois x T 1 demi. Voilà, je simplifie. Donc, ln de N sur N0 est égal à x ln de 2. Alors, je peux déplacer x ici. Qu'est-ce que j'aurai? ln de N sur N0 est égal à ln de 2 à la puissance x. J'enlève ln. Qu'est-ce que j'aurai? N sur N0 est égal à 2 à la puissance x. N0 sur N. N0 sur N, N0 sur N, N0 sur N, N0 sur N. 2 à la puissance x. N0 sur N. N0 sur N, N0 sur N, N0 sur N, N0 sur N. Donc, je déplace celle-là en bas et celle-là en haut. Donc, j'obtiens N est égal à N0 divisé par 2 à la puissance x. Voilà. Donc, maintenant, ça c'est une. On peut vous poser cette question. Maintenant, je vais démontrer celle-là. D'accord? Et seulement pour vous montrer, on peut vous la demander soit avec N, soit avec A, soit avec N. D'accord? Alors maintenant, voilà, on démontre que A est égal à A0 sur 2 à la puissance x. Si T est égal à xt 1 demi. Voilà. Donc, c'est la question qui est demandée. Et je vais changer la méthode. Donc, nous avons A est égal aussi à 0, E à la puissance moins lambda T. Donc, directement, vous allez appliquer cette relation. Alors, donc, A sur A0 est égal à E à la puissance moins lambda T. Donc, automatiquement, A0
sur A est égal à E à la puissance lambda t. Donc, soit vous appliquez celle-là, soit regardez, je vais changer. Je vais remplacer, je garde A, 0 sur A est égal à E à la puissance. Je remplace lambda. C'est ln de 2 sur t 1 demi fois t est égal exponentielle ln de 2 sur t 1 demi fois x t 1 demi. J'ai remplacé le t par x t 1 demi. Je simplifie le t 1 demi avec le t 1 demi. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai a0 sur a est égal à l'exponentielle de le x, je vais le mettre ici. X ln de 2. Nous avons la propriété suivante. X ln de 2 est égal à ln de 2 à la puissance x. Donc, qu'est-ce que j'ai? A0 sur A est égal à E à la puissance ln de 2 à la puissance x. Nous avons la propriété suivante. Nous avons E à la puissance ln de A est égal à A. E à la puissance ln de A est égal à A. Donc ici, A0 ou bien E à la puissance, pour changer, à la puissance de petit b est égal à B, pour ne pas le confondre A avec A. Donc, nous avons A0 sur A est égal à 2 à la puissance x. Donc, alors, A est égal à A0 sur 2 à la puissance x. Donc ici, j'ai voulu faire une démonstration avec n en utilisant une méthode et une démonstration avec A en utilisant une autre méthode. Et c'est à vous de choisir entre les deux, laquelle qui apparaît la plus simple pour vous. Donc la question suivante, on considère que l'âge de chaque roche minérale ancienne est celui de la Terre, qu'on note θ. La figure ci-contre représente la courbe de décroissance radioactive des noyaux d'uranium 238 dans un échantillon de roches minérales anciennes contenant NU0, noyau d'uranium, à un instant T égale à 0. Déterminer graphiquement la valeur du nombre de noyaux NU0 et la demi-vie T1,5 d'uranium. Alors donc, nous avons la courbe qui a été proposée, voilà, la courbe de décroissance radioactive, T. Alors ici, c'est N, le nombre de noyaux, voilà, voilà cette courbe. Donc ça, il représente N, U, 0. La voilà. Donc, d'après la courbe, regardez, voilà la courbe. Donc, si vous essayez de savoir combien, donc on va trouver et 5, 10 à la puissance 12. Donc ici, N, U, 0 est égal à 5, 10 à la puissance 12. Le nombre de noyaux. Donc, c'est la question de 5. De 5. Donc, ils ont demandé 2, 5, 1. Voilà. 2, 5, 1. Alors, déterminer graphiquement la valeur du nombre de noyaux et la demi-vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la moitié. Voilà, ça c'est la moitié. C'est N, U, 0, divisé par 2. Et on va faire la projection. La projection, ça c'est T 1,5. Donc, on va trouver aussi T 1,5. Il est égal à 2,25 multiplié par 2. C'est 4,5, 10 à la puissance 9 ans.
Voilà, le T1 demi. Alors maintenant, la question suivante, 2, 5, 2. Calculer à 0 l'activité initiale. 2, 5, 2. Alors, on sait que A0 est égal lambda N0. Voilà. Lambda fois N0. C'est-à-dire, A0 est égal ln de 2 sur T 1 demi fois N0. Alors, bien sûr, le M0, donc celui-là, pour simplifier l'écriture, on va l'écrire tout simplement N0. Donc, N0, c'est donc il faut calculer A0 est égal à ln de 2 sur T1 demi. T1 demi, c'est 4,5, 10 à la puissance 9. Il faut la multiplier par 365 jours. Il faut la multiplier par 24. Il faut la multiplier par 3600. 3600. C'est-à-dire, il faut la transformer en secondes. Alors, multiplier par le N0, 5, 10 à la puissance 12. 5, 10 à la puissance 12. Donc, A0 égale. Donc, nous avons 4,5, 10 à la puissance 9, fois 365, fois 24, fois 3600. Ça, c'est en bas. Donc, x moins 1. Donc, multiplié par 5, 10 à la puissance 12, multiplié par ln de 2. Donc, ça donne 2,44. 2,44, 10 à la puissance moins 5, becquerel. 10 à la puissance moins 5 becquerel. Donc, il faut convertir le T1 demi, il faut la convertir en secondes. Et nous avons T1 demi, il est égal à 4,5 10 à la puissance 9 ans. Donc, est égal à 4,5 10 à la puissance 9 fois 365 jours. Voilà. Et il est égal aussi à 4,65 10 à la puissance 9 fois 365 fois 24, voilà, fois 3600, tout ça en secondes. Alors, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3. Alors, la mesure de l'activité d'un échantillon d'une roche minérale ancienne à la date TT a donné la valeur A est égale à 1,22 10 à la puissance moins 5. Calculer l'âge. Donc, ils nous ont donné A, il est égal à 1,22, voilà, 10 à la puissance moins 5. Moins 5 becquerel. Ils ont demandé de calculer le T. Donc, on a A est égal à 0, E à la puissance moins lambda T. Donc, directement, A sur A0 est égal à E moins lambda T. A0 sur A, A0 sur A est égal à E à la puissance lambda T. Donc, je permets ces deux-là, je change le signe. J'introduis ln. Donc, ln de A0 sur A est égal à ln de E à la puissance lambda T. Est égal à lambda T. Alors, je remplace lambda. Donc, nous avons ln de A0 sur A, il est égal à ln de 2 sur T 1 demi fois T. Je cherche T, il est égal, je multiplie par T égal à T1 demi, divisé par ln de 2 fois ln de A0 sur A. Donc T est égal à T1 demi, divisé par ln de 2 est égal fois ln 2. Alors, nous avons A0 2,44
44 10 à la puissance moins 5 et 1,22 10 à la puissance moins 5. Si vous divisez cela par ça, vous allez trouver 2. Donc t est égal à t1 demi divisé par ln de 2 fois ln de 2. On simplifie. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit le t qui est égal à t terre, il est égal à t1 demi, c'est-à-dire est égal à 4,5 10 à la puissance 9 ans. Donc l'âge de la Terre, c'est 4,5 10 à la puissance 9 ans. Donc c'est la fin de l'exercice. Donc ici, on a traité ces deux exercices pendant 2 heures moins quart. 2 heures moins quart. Donc plus que 1 heure et demie. Je n'ai pas voulu m'arrêter lorsque il est arrivé à 1 heure et demie. Là, on compte. Bye.